Mais arrête de gâcher à chaque fois le début. Ok, vas-y, c'est toi qui lance, vas-y. Salut à tous. Cette semaine, on va vous parler d'actualité, mais aussi, on va vous parler de films et de séries. Parce qu'on a regardé Sévrance. En fait, je devais regarder Sévrance petit à petit, tu vois. Et j'ai en fait tout regardé. T'as Donc, juste pété un câble. Je sais pas, il a regardé 2 saisons en genre. Non, même pas ne 40 dévoile pas, heures, ne en dévoile 30 pas heures. le degré de folie. Mais on va aussi vous parler de sujets d'actualité. Ça commence. Qu'est-ce que t'en penses? On commence? Vas-y, let's go. Alors. En vrai, moi, ça me fait plaisir qu'on se donne rendez-vous chaque semaine comme ça. Bah, carrément. Hein. Meilleur podcast en vrai. Parce que, Sous-côté. ouais, trop sous-côté. Les gens, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Mais là, on va parler de. Moi, je dis, on parle direct de Sévrance. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Oh là là, l'épisode d'hier. Oh là là. Moi, On peut pas en parler parce qu'on a dit qu'on allait pas Ouais. spoil, mais qu'on allait quand même en parler. je propose qu'on parle du concept parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne l'ont pas vu. Donc moi je propose on parle du concept et après on parle des implications philosophiques et tout. Déjà il faut savoir que vous pouvez théoriquement le regarder en regardant peut-être 2-3 épisodes par soir pendant la semaine offerte sur Apple TV. Donc c'est une série qui est sur Apple TV. Vous pouvez théoriquement Ça donne des bons plans ici. Ouais, vous pouvez théoriquement prendre la semaine offerte et regarder toute la série. Ça vaut le coup. Et au pire, vous prenez le premier mois si vous n'avez pas fini. Franchement, Apple TV, j'avais jamais tenté. Et je crois qu'il y a pas mal. Genre, si tu prends un mois et que tu regardes un peu le catalogue, ce que tu as loupé depuis que le service existe, je pense que ça peut valoir le coup de prendre un mois comme ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, peut-être. Ah, je Bref. sais pas. Moi, je suis saoulé par les trucs de abonnement. Faut juste faire attention de pas rester dessus. Je pense que c'est ça le piège. C'est qu'après, tu peux rester dessus sans utiliser le service longtemps, tu vois. Et là, c'est pas rentable. Mais cette série, du coup, Sévrance. Alors, quel est le concept? Tu veux nous expliquer un peu? Ouais, carrément. Alors, les gens, vous avez peut-être entendu parler, hein, parce que beaucoup de gens, c'est un peu hype en ce moment, mais en gros, une entreprise a développé une technologie qui vous permet de séparer votre conscience en plusieurs personnes, donc d'avoir en gros plusieurs personnes qui sont dans votre corps, mais qui ont en gros leur base de données de mémoire qui sont complètement dissociées. Et c'est utilisé au travail pour que les gens ils vont au travail, ils arrivent, ils switchent à l'autre personne qui habite dans leur tête, en gros, pour simplifier. Et cette personne-là fait sa journée de travail dans les bureaux, vit sa vie, sauf que cette personne n'est que consciente au moment où elle rentre dans le bâtiment. Donc dans la conscience de cette personne, la journée s'arrête et reprend le prochain jour de travail. Donc par exemple, le week-end, cette personne n'existe pas. Et donc, elle sort de la porte de l'entreprise, elle a l'impression de rentrer chez elle, et instantanément, en fait, elle est à nouveau en train d'entrer dans la porte de l'entreprise, et donc elle existe que dans cet espace-là. Ouais, je pense que la meilleure manière de le comprendre, de le conscientiser, c'est d'imaginer que au moment où vous rentrez sur le lieu de travail, vous tombez dans les pommes, quoi, et vous sortez de votre coma à la fin de votre journée de travail. Et c'est ça votre expérience de la journée de travail. Sauf que de l'autre côté, il y a une autre conscience qui existe en vous qui, elle, a l'impression de sortir du coma au début de la journée de travail et de retomber dans le coma à la fin de la journée de travail. Et ces deux consciences cohabitent dans un même corps. Donc en fait, tu sais pas ce que tu fais au travail. T'as aucune idée de c'est quoi ton rôle et tout. L'entreprise n'informe pas la personne extérieure qui s'appelle la outie. Je sais pas comment ils l'ont dit en français. Je vais dire en anglais. Hein, désolé, je regarde en anglais. Inter et exter. Inter, exter, ok, je vais quand même dire outie. Mais du coup. Je compte les VF, les gens. Je prends position officiellement. Mais en fait, c'est important de comprendre que l'intérêt principal pour la personne, c'est d'avoir une vie où elle travaille pas. Et l'intérêt principal pour l'entreprise, c'est d'avoir un employé docile qui ne révélera jamais les secrets d'entreprise de l'entreprise. Puisque
En fait, l'employé ne sort jamais de l'entreprise puisque les mémoires ne peuvent pas sortir du lieu de travail en fait. Et franchement, donc le concept de la série est déjà assez intéressant. Ça a plein d'implications que tu peux explorer et tout. Mais en plus, je trouve qu'ils exécutent tellement bien ce concept. Ça aurait pu être Ouais. vraiment mal fait, ça pourrait pu être inintéressant, mais c'est trop, trop, trop bien fait, franchement. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde déjà comme tu veux qu'on parle des implications politiques un petit peu Bah, de tout ça? du coup dans cette série, c'est assez intéressant de voir que les personnages extérieurs, de leur point de vue, ils se disent ouais, bah, du coup, moi, si j'allais travailler, je sais ce que serait une journée de travail, je sais que c'est compliqué et tout, mais moi, ça me dérange pas de pas me souvenir de ça. Donc, je Ouais. sais que si j'allais travailler, j'aurais une journée de travail. Et là, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? C'est juste que je vais pas me souvenir de cette partie-là. Mais pendant cette partie-là, je vais juste aller travailler et il y a rien d'horrible, tu vois. Et je pense Ouais. que les personnages, quand ils acceptent de faire cette opération, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer un être conscient au sein de l'entreprise qui, lui, aura pour vie uniquement le travail. Et je pense qu'ils s'en sont pas Ouais, ouais, conscients. on te le vend parce qu'en gros, dans cette société, on voit par exemple à la télé, il y a des débats, genre à la télé, tu as des intervenants qui viennent et qui disent cette entreprise qui fait cette technologie, qui la vend, en fait, c'est pas éthique. Il y a même des gens qui luttent politiquement, genre des groupes de militants et tout, qui sont en mode il faut abolir l'autorisation de faire cette procédure de sévrance parce que on peut pas savoir si les gens à l'intérieur sont pas en train de tuer des bébés. On sait pas, ils savent même pas eux-mêmes quand ils signent le contrat de travail, ils savent pas quel job ils vont faire. Et puis même, les Donc personnes au sein de l'entreprise sont totalement exploitées. ouais, ouais, ouais. Donc tu vois qu'au sein de cette société, c'est un truc qui est remis en question, qui cause un débat et tout. Sauf qu'après, bon, ça, c'est pas l'élément central de la série, c'est vraiment tu suis les personnages et toutes les implications que ça a. Bon, on a dit qu'on essayait de pas spoil, donc je vais pas trop en dire, mais en fait, moi, un premier truc qui m'a. Je sais pas, t'avais un truc que tu voulais Non, ajouter vas-y, là, vas-y, parce que moi, je vas-y. vais parler un peu de. Un truc marrant auquel ça m'a fait penser, parce que toute la vibe de la série, en gros, dénonce. Enfin, pour moi, hein, c'est mon interprétation, ça dénonce beaucoup de bullshit corporate qu'il y a dans les entreprises, les cultures, parce qu'en même temps, l'entreprise met en place un sorte de culte, un sorte de récit, Une avec, tu vois, des secte. textes, des sortes de. Ouais, c'est complètement une secte, mais c'est vraiment le parallèle à tout un tas de trucs que tu as aujourd'hui dans des boîtes, genre Amazon, par exemple, quand tu es embauché chez Amazon, au début, tu as toute une procédure où on t'explique les valeurs de l'entreprise, tu vois, les 10 piliers ou je sais pas quoi, tu as toute une présentation, un onboarding comme ça qui est fait, où c'est pas juste, tu vois, quel job tu vas faire, quel rôle tu vas avoir, c'est quoi les compétences requises, avec qui tu vas travailler, etc. Mais aussi, on te vend une idéologie d'entreprise. C'est pas dans toutes les entreprises, hein, là, c'est spécifiquement, c'est assez utilisé aujourd'hui dans les Il y a grosses un petit entreprises de la peu, tech notamment. il y a quand même un peu de ça dans toutes les entreprises. C'est vraiment le côté, on est aussi une famille. Ouais, voilà, on te parle comme ça, le côté gourou où tu as peut-être une personnalité forte, un chef qui est mis en avant, qui est un peu encensé et dont tout le monde parle et tout le monde vénère un peu. Enfin, vraiment, le côté tyrannique de Ouais. l'entreprise. Mais surtout, enfin, c'est trop stylé l'aspect où ça dénonce tout un tas de trucs, mais genre, tu sais, la réunion. À un moment, il faut une réunion de présentation où c'est des petits jeux enfantins ridicules où tu te passes un ballon, Ouais, ouais. les petits trucs, les exercices de team building dans les boîtes qui sont absurdes, mais t'es obligé d'y participer parce que sinon t'es mal vu. Et tu dois, genre, tu sais, c'est mandatory fun, genre, on t'oblige à t'amuser, à faire des trucs, à participer à des trucs d'entreprise qui sont absurdes et t'aurais préféré avoir ton temps libre. Mais enfin, il y a tout un tas de trucs dans la série, vraiment, c'est. Moi, ouais, donc viens, on parle sur des détails plus précis. Il y a un passage dans la série où il nous explique que dans l'ascenseur, il y aurait un détecteur de symboles. Il nous explique que tu ne peux pas aller dans l'ascenseur parce qu'en fait, pour rentrer et sortir du lieu de travail, il y a un ascenseur. Et en allant dans l'ascenseur, tu te retransformes dans la personne de l'extérieur ou de la personne de l'intérieur. Et du coup, pour maintenir la confidentialité,
ils leur disent, vous pouvez pas prendre des notes avec vous. Vous pouvez pas sortir avec des notes avec vous parce que ça briserait la confidentialité. Ouais, Donc, t'as pas le droit de communiquer avec ton outil Ouais. extérieur. et donc, ils leur disent qu'il y a un détecteur de symboles. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça n'a aucun sens, un détecteur de symboles? Ouais, Moi, genre comment technologiquement ça marche. je Ça voudrait pense dire que que genre t'écris sur un bout de papier, ça le détecte, t'écris, tu te Ouais. le écris en encre sur la peau, ça le détecte. Comment ça pourrait je marcher? pense que je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'ils sont d'ailleurs, on le voit dans la série, qu'ils sont tout le temps sous caméra. Ils sont tout le temps filmés. Donc je pense qu'ils sont tout le temps filmés, ils sont tout le temps sous surveillance, et qu'en fait ils savent quand est-ce que ils font des tentatives pour faire passer des notes, et au lieu de les arrêter à ce moment-là, ils préfèrent leur dire qu'il y a un détecteur de symboles dans l'ascenseur, pour que quand ils loupent des tentatives, parce qu'ils ont vu avec la caméra qu'ils essayaient de faire passer des symboles, ça leur fasse croire à l'existence de ce détecteur de symboles, comme ça eux-mêmes s'empêchent de continuer d'essayer à faire passer des messages à l'extérieur, parce qu'ils se disent, bah de toute façon il y a un détecteur de symboles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment dociles, puisque théoriquement ils viennent de naître en quelque sorte, ils n'ont pas vraiment de connaissances sur le monde. Oui, c'est ça. On voit la peau dans la saison 1, du coup, ça suit une nouvelle employée et tu vois tout le processus de comment tu apparais, enfin, comment cette conscience elle apparaît et du coup, t'as aucune mémoire de qui t'es à l'extérieur, de quoi que ce soit de ta vie personnelle et tout. T'as juste des compétences, genre tu sais lire, écrire, parler, tu vois, tu sais interagir humainement, mais comme si t'es wipe de tes mémoires. Donc, du coup, t'es très naïf, initialement, très naïf. Et enfin, tu vois que tout le long, quand même, les INI sont très obéissants à l'entreprise, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Et l'entreprise leur vend même un système de récompense, tu vois, des petits genre le truc de tu peux gagner employé du mois, tu peux gagner des récompenses matérielles, genre des petits cadeaux ridicules, hein, des petits trucs en papier et tout. Mais genre la Ouais, parce que similarité avec le monde de ne gagnent pas l'entreprise d'argent. actuelle est fou quand même. Eux ne gagnent pas d'argent en faisant du travail, puisque c'est leur eux extérieur qui gagne l'argent. Donc Ouais. c'est voilà. Mais du coup, si on essaie de faire un parallèle, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire, ils vont au travail en se disant, ouais, moi, c'est juste mon travail, ok? C'est juste comme ça que je gagne de l'argent. Ça m'intéresse pas trop de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Je vais juste au travail, faire mon travail, gagner l'argent et repartir, tu vois. Et Carrément. autant Et il y a des des fois, gens, c'est important. sans la procédure de sévrance, il y a des gens qui se comportent déjà comme ça, en fait. Ouais, mais C'est ça qui est incroyable. le fait est que la manière dont tu es traité dans les entreprises, des fois, c'est important de le faire, ça. C'est important de prendre du recul entre ta vie privée et ta vie personnelle. Moi, ce dont je veux parler en particulier, ta vie privée, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Mais le point, pour moi, où ça commence à poser problème, c'est quand tu sais que tu fais des choses qui vont pas du tout dans l'entreprise où tu es, et que tu préfères Ouais. fermer les yeux dessus et te dire non, c'est pas moi, ça, tu vois ce que je veux dire? Là, ça commence. Moi, en fait, ce concept-là m'a direct fait penser aux gens avec qui je pouvais parler quand j'étais en école d'ingénieur, notamment. Je parlais, je me souviens, il y avait des salons où il y avait des gens des entreprises qui étaient censés être nos débouchés et tout, qui venaient, qui nous présentaient leur job et tout, et tu leur dis, mais à quoi ça sert C'est des gens qui travaillent dans la finance et qui utilisent leur éducation et leurs compétences pour optimiser des algos financiers pour maximiser les retours sur investissement d'un fonds de pension américain privé, tu vois. Et tu leur dis, mais du coup, à quoi ça sert Ils t'expliquent tout le côté technique, genre, regarde les algos, machin, mais à quoi ça sert Et la personne n'est pas trop capable d'expliquer. Et tu vois qu'il y a vraiment cette mentalité hyper répandue de dire, non, mais me demande pas à quoi ça sert, me demande pas ce que je fais dans ce job, en fait. C'est juste mon job. C'est normal d'avoir un emploi. Il faut un emploi pour vivre. Questionne pas Tu ce te rappelles truc. comment on l'avait fait bugger quand on avait juste demandé, mais c'est quoi votre valeur ajoutée dans la société? Oui, on posait des questions comme ça. Il avait Et buggé ça faisait complètement. bugger. Mais en fait, eux, ils étaient severed déjà. Mais oui, mais Sur lettre. tu te rappelles quand la personne, parce que c'était un forum d'entreprise, et il y a un des élèves, on lui a dit, mais on lui dit alors, qu'est-ce que t'as vu des trucs qui étaient intéressants? Il commence à nous montrer, genre oui, il y a lui qui paye bien, il y a lui où t'as ça, machin. Et après on lui dit,
Mais toi, tu veux faire quoi dans ta vie au quotidien? Le matin, quand tu te lèves, tu as envie de faire quoi? Et le mec est en bac +5 et c'est la première fois de sa vie qu'il se demandait ça. Il a buggé comme ça. Ouais, Tu genre, ah te mince, en rappelles fait, quand il pourquoi était je suis genre là? juste comme ça, genre. Et juste debout devant nous, Ouais. buggé complètement, genre, il s'est jamais posé cette question. Non, mais moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, le concept de, voilà, tu te poses pas de questions sur la boîte, sur l'impact, et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à vendre. Ça, c'est vraiment la mise en scène et c'est le petit message subliminal qu'ils font passer avec Sévrance en poussant ce concept-là, en disant que ce serait carrément deux consciences séparées et tout. Mais c'est aussi comment l'entreprise arrive à vendre ça aux travailleurs. Parce qu'on rappelle que l'entreprise, c'est pas un truc. C'est vraiment. J'aime beaucoup la subtilité de cette série. C'est pas du tout. Ils te le présentent pas. C'est pas un truc de dystopie où tout est forcé, autoritaire tout le temps et tout. C'est Un peu beaucoup plus dystopique, subtil. ouais. C'est qu'en fait, bah, non, parce que l'entreprise te force pas les gens à faire la Tu veux procédure. dire, c'est pas autoritaire, mais c'est quand même une dystopie. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais ils forcent pas les gens à faire la procédure où ils te font la chirurgie et ils te séparent ta conscience en deux. Ça, c'est un truc complètement volontaire. Et comment ils le vendent aux gens dans la société? Ils disent, est-ce que vous voulez pas séparer votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Est-ce que vous voulez pas plus d'équilibre? Voilà, c'est pour l'équilibre vie personnelle professionnelle. Vous faites cette procédure et comme ça, en fait, votre personne que vous êtes à l'extérieur, vous viviez que votre vie personnelle. Et donc, vous avez un meilleur équilibre. Vous êtes complètement déconnecté. Quand vous êtes en dehors du taf, vous êtes complètement déconnecté. Vous pensez pas au taf et tout parce que vous connaissez littéralement rien sur le travail. Ce qui est hyper intelligent parce que tu arrives à convaincre les gens de faire cette procédure de leur plein gré en leur faisant croire que c'est dans leur intérêt. Alors qu'en effet, à l'intérieur, ils savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils sont en train de tuer des bébés, tu vois. Cet argument, il est vrai. Et après, les gens à l'intérieur, ils font un travail. Et si jamais ils aiment pas ce travail, ils peuvent démissionner. Mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, s'ils démissionnent, ils n'existent plus. Donc c'est comme s'ils se suicidaient, en fait. C'est un suicide, ouais. Et deuxièmement, s'ils démissionnent, il faut qu'ils aient l'accord de la personne qui est à l'extérieur. Donc il faut qu'ils fassent une demande à la personne qui est à l'extérieur pour pouvoir démissionner. Sauf que la personne extérieure, elle va juste... Déjà, on n'est même pas sûr qu'on va lui apporter la demande de démission. Parce que, genre, une fois que t'es à l'intérieur, il n'y a rien qui te prouve qu'on va tenir au courant l'extérieur de ce qui t'arrive. Et en plus, ce qui est fou, c'est quel serait l'intérêt de la personne extérieure d'arrêter le contrat. Puisque elle n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et elle a juste un salaire chaque mois. Le concept est tellement gros cerveau. Genre, comment ils ont trouvé ça? C'est trop marrant. Incroyable. Alors, parce que toi, t'es là, genre, oui, un tiers de mon temps où je suis au taf, je suis payé, mais c'est pas moi. Et je regagne ma conscience après. Donc, je me dis, j'ai intérêt, parce que comme ça, j'ai l'argent. Et je travaille pas, sauf qu'en fait, j'ai créé une autre personne qui, elle, va souffrir de fou. C'est incroyable. Et en plus, ils disent une version... Ils tiennent une version différente à la personne à l'intérieur, à la personne à l'extérieur. Exemple, la personne à l'intérieur essaye de s'enfuir et elle sort du centre, mais au moment où la personne sort du centre, elle redevient la conscience de l'extérieur. Donc, la conscience de l'extérieur, juste elle sort du centre et dit « Ah, pourquoi je suis sorti avant l'heure aujourd'hui ?» Et en fait, il y a un mec de l'entreprise qui vient le voir et qui dit « Ah non, c'est normal, en fait, on fait un peu marcher les gens dans l'entreprise pour qu'ils s'habituent au concept. Mais re-rentrez, vous allez voir, tout va bien se passer. » Donc la personne dit bon, ok, si on me dit que c'est normal, si on me dit que ça fait partie du truc, moi je re-rentre. Donc la personne extérieure re-rentre. La conscience de l'intérieur, du coup, réapparaît. Et la conscience de l'intérieur a l'impression, en essayant de sortir, d'être réentrée directement dans l'entreprise. Et donc d'être piégé complètement dans le truc. C'est ouf. Et à l'intérieur, on va leur dire ah non, mais la personne extérieure, elle est hyper fière de toi, elle sait tout ce que tu fais, que c'est dur, et en fait, tu es en train de la permettre de vivre, c'est bien ce que tu fais. Genre, c'est fou, quoi. En plus, c'est les mêmes arguments que les boîtes dans le monde dans lequel nous on est. C'est les arguments que les boîtes font à leurs employés quand ils sont au travail aussi, tu vois. C'est vraiment... En fait, ils ont pris la situation actuelle, mais ils l'ont accentuée avec un truc de science-fiction
Mais en fait, ça ressemble tellement déjà au monde actuel. C'est ça que je trouve génial dans ce truc. Mais tu sais, moi, le concept du fait qu'une fois que tu es dans la boîte, tu peux plus démissionner parce que la personne à l'extérieur, elle va refuser. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un peu le concept de t'es un travailleur et tu vas accepter un contrat de travail. Et en fait, une fois que tu as accepté le contrat de travail, tu peux plus vraiment le refuser parce que tu t'es engagé sur peut-être un prêt immobilier, peut-être tu as une famille. Et donc, Ouais. un truc qui est censé être du volontariat, maintenant, si jamais tu disais ok, je démissionne, toute la vie à l'extérieur de ton travail ne serait plus viable. Et donc, tu te retrouves à être dans ton lieu de travail et à être obligé de faire ce travail. Et quand tu dis non, mais c'est insupportable les conditions que vous me mettez, on te dit mais c'est toi qui as accepté le contrat. Tu peux partir si tu veux. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce truc. Parce que dans l'idéologie Ça fait écho libérale, à par ça, exemple, il ouais, y a ça fait cette écho à idée ça. de. Hein? Ça fait écho à ça, la série fait écho à ça. Dans l'idéologie libérale, tu as ce truc de. Non, mais si tu signes un contrat, c'est que tu acceptes. À tout moment, tu peux révoquer le contrat. Si tu n'es plus d'accord, tu peux démissionner. Tout va. C'est comme ça qu'ils justifient. C'est l'idéologie dominante même aujourd'hui, les gens, comme ça qui justifient de dire non, non, en fait, il n'y a pas de problème avec le capitalisme, pas de problème avec le système d'emploi actuel, le marché du travail actuel, parce que tout ça est volontaire. Mais là, ils mettent en exergue l'aspect où tu signes un contrat à un instant T et dans le futur, tu peux ne plus être d'accord avec ce contrat, mais on te fait peser sur le dos le fait que tu as signé et donc que tu es volontaire alors que tu ne l'es plus. Parce que la personne à l'intérieur est piégée, genre à moins de se suicider. C'est un piège, mais on te dit non, mais c'est toi volontairement qui as accepté ce contrat, tu vois. C'est comme aujourd'hui. Enfin, c'est du génie. Et c'est pour ça qu'il faut garantir les besoins vitaux, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Alors qu'à oui, un contrat librement consenti, normalement, le consentement peut être retiré à tout moment. Bah oui. Et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent dans le concept de consentir à. Ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être le consentement dans d'autres contextes aussi. Ouais, hein. ouais. Le consentement doit pouvoir être retiré à tout moment, sinon il y a un problème. Je vous propose un truc. Je propose qu'on se garde maintenant qu'on en a parlé un petit peu, qu'on se garde la suite de ce qu'on a à en dire, parce qu'on a plein d'autres trucs à dire. Moi, j'ai envie de parler de plein de détails et tout. Mais on vous laisse la possibilité de prendre une semaine gratuite et de fumer cette série. Et la semaine prochaine, on spoil tout. BPT, je sais pas comment t'as fait. Moi, je lui ai suggéré, j'essayais de le convaincre de regarder Sévrance. Mais non, quoi? Il le fait. Bah si, arrête. Mais je t'avais dit, je le regarderai, c'est juste, j'avais pas d'abonnement sur Apple machin. Oui, non, mais je t'ai dit, vas-y, regarde-le. Tu m'as dit, ouais, peut-être un jour, machin. J'ai juste Quoi? Mais les gens. Du coup, j'ai réussi enfin. Et le gars, au lieu de savourer, genre, tu sais, tu peux regarder en quelques jours au moins. Non, tu binge-watch la saison 1 et 2 dans la même nuit. Comment t'as fait? Déjà, est fou. Ne révèle pas mon degré de folie. Tu sais pas en combien de temps je l'ai regardé, d'accord? Exactement. C'est probablement en moins de temps que ce que je pense encore. Tu l'as vu. Je sais pas ce que t'as fait, mais genre, je le revois le matin, il me dit en fait, j'ai regardé. J'ai dit, ah ouais, t'as regardé le premier épisode? J'ai dit, non, j'ai plus regardé que ça. Ah ouais, t'as regardé genre. Non, t'as regardé toute la saison 1? Et là, tu me dis, non, j'ai regardé. J'ai tout regardé, quoi. Après, j'ai dit, tu veux qu'on regarde celui qui est sorti aujourd'hui ensemble? J'étais en mode, ah ok, d'accord, ok. Attends, ça fait combien de temps là? Bref. Je suis capable de faire pareil. En vrai, je suis capable de faire pareil. En fait, c'est ce que j'ai fait avec juste la saison 1, moi. Non, je fais quand même en 2 fois. Ok, tu veux que je te dise un truc? Mais j'ai envie de le faire. Là, j'ai envie de le faire avec. J'ai envie de voyager. En fait, là, j'ai envie de me savor tout de suite et d'avoir une conscience qui regarde juste Sévrance. Comme ça, je peux instantanément voir la saison 3, 4, 5. Je sais pas combien ils vont en faire. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Je suis techniquement travailleur indépendant. Je suis à mon propre compte, c'est moi qui me fixe mes horaires, etc. Et c'est un danger pour moi, ce genre de série. Parce que j'ai à aucun moment le truc de bon, là, faut que j'arrête parce que demain, je commence à telle heure. Et donc, tu vois, c'est dur pour moi, ça. Donc, autant tout finir et comme ça, on a plus ça en tête et on peut juste travailler, tu vois. En vrai, je vois la logique de fou. Hein. Moi, j'ai ça aussi sur des trucs. Genre, de toute façon, je vais le regarder, donc autant, hop, c'est plié. Après, non, mais moi, le truc, moi, j'aime bien quand même faire par petites tranches parce qu'après, faut le temps de digérer une série comme ça. Moi, ça me fait réfléchir de fou aux implications. Ouais, moi, j'ai pas besoin de ce temps-là.
Là, on vous a dit on vous a dit le concept, mais en fait, on vous a rien dit sur l'histoire et tout. Et l'histoire, elle est géniale. Les acteurs sont géniaux. La façon dont c'est filmé, je trouve, on parle pas assez de comment c'est filmé parce Le que thème esthétiquement, musical, le thème musical, il me met dans l'ambiance de fou. Hein. Bon, vas-y, tout est parfait. on en parle la semaine prochaine. Il y a le dernier épisode de la saison 2. La semaine prochaine, spoiler. Ouais. Semaine prochaine, on vous donne la théorie on spoil tout la semaine prochaine. Sur les chèvres. On vous donne toutes nos théories, ok? On spoil tout la semaine prochaine. Mais, du coup, cet acteur, l'acteur principal, je croyais l'avoir vu quelque part, d'accord? Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je l'ai vu où ce truc-là? Je l'ai vu où cette personne et tout? Et à la fin du premier épisode, il y a marqué directeur Ben Stiller. Ouais, c'est Ben Stiller qui le dirige. Et là, ça m'a fait un flashback où en fait, il y a un film qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un film réalisé par Ben Stiller avec pour acteur principal Ben Stiller, qui parle à propos... Hein? Non, vas-y. Dans lequel joue l'acteur principal. Il joue un mec hyper désagréable dedans. C'est trop marrant. Et je vous conseille... Il fait partie des livres, il fait partie des films que je recommande. La vie rêvée de Walter Mitty, je vous conseille d'aller le voir. J'aimerais aussi qu'on en parle de celui-là, parce que franchement, c'est un film qui donne de l'espoir et de la confiance en soi et de l'envie d'agir et tout. Trop bien, je l'ai pas vu, mais du coup, est-ce qu'on remplace le... Ouais, complètement. On remplace le film qu'on prévoyait d'aborder, ok, les gens. Pour le segment cinéma et tout, on switch à Walter Mitty, du coup, regardez-le. La vie rêvée de Walter Mitty. Alors, juste pour donner un peu le synopsis rapidement, c'est donc une personne qui travaille dans les bureaux du magazine Life, qui est un magazine de photographie. Et Life est racheté pour être transformé en truc numérique. Et donc, ils doivent publier le dernier numéro de Life en version papier. Et après, ils sont virés, je crois. Et le problème, du coup, la clé de l'histoire, c'est la dernière photo à mettre dans le magazine, en couverture. On la retrouve pas. Mm-hmm. Oh, ok. Et voilà, je vous en dis pas plus, ça vaut vraiment le coup de le voir. Vas-y, je regarderai ça. Les gens, on vous rappelle le concept du podcast avant de passer au prochain sujet. Vous pouvez faire un petit don pour soutenir le podcast et en même temps pour poser une question, parce que nous avons un segment questions-réponses incroyable qu'on fera à la fin. Vous avez le lien dans le chat pour faire ce don et poser vos questions, les gens. Allez-y, go. C'est libre, c'est là, c'est dispo. Attends, je continue avec les annonces du coup. Vas-y, prochaine annonce. Il y a, pour la première fois, j'ai rejoint une promo Steam. Donc, c'est les promos Steam printanières, d'accord? Donc, il y a plein de jeux qui sont en solde. Et pour la première fois, il y a du coup Fallacy Quiz qui est en solde actuellement sur Steam. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ou même si vous connaissez pas, en fait, Fallacy Quiz, c'est un jeu que j'ai développé dont le but est de vous aider à apprendre à détecter les raisonnements trompeurs. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de faire une énorme vidéo sur le sujet. Enfin, énorme. Du point de vue internet, c'est genre 20 minutes, tu vois, donc c'est gros quand même. Et j'espère, normalement, elle sera prête pour la semaine prochaine. Let's go. Ouais, on a un truc prévu quand tu la sortiras, on fera un truc spécial sur stream. Et ouais. Mais et du coup, c'est un banger, les gens. J'ai vu des extraits, ça va être. Et du coup, il y a aussi. Est-ce qu'on prévoit pas aussi, on dit aux gens qu'il va y avoir une session de Fallacy Quiz où les gens dans le chat. Une session non bourgeoise. Une session. Les gens dans le chat pourront. On va tous pouvoir jouer ensemble. Les gens dans le chat pourront jouer à Fallacy Quiz grâce à une nouvelle fonctionnalité que je suis en train de tester. Donc on fera ça la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, donc le week-end, là vous écoutez l'épisode, s'il est sorti, ce week-end, genre vendredi peut-être, il y aura peut-être un événement sur le stream de Mulch. Voilà. Carrément. Il vous faut juste un smartphone, les gens, et vous pourrez participer au jeu. Donc si vous n'en avez pas actuellement, n'hésitez pas à en acheter un d'ici là. Voilà, c'était les petites annonces. Par exemple. Franchement, c'est marrant de voir le
le jeu, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit il avait reçu un mail de Steam qui lui disait des jeux dans votre wishlist sont maintenant en solde. Et il y avait l'image de Fallacy Quiz dedans et tout. Ouais, parce que t'as plein de gens. En fait, t'as beaucoup plus de gens qui l'ont dans leur wishlist que même Ouais. de gens qui l'ont déjà acheté, je crois, non? Ouais, ouais, Et donc, à chaque fois que t'as une solde, ouais, c'est trop bien. J'espère D'ailleurs- que ça va donner des bons résultats, cette solde. Petite, je continue avec les petites annonces. Petite demande que je vous fais. Si jamais le jeu vous a plu et que vous avez pas et que vous le possédez sur Steam et que vous n'avez pas encore fait de review, ça aide énormément de faire une review positive du jeu. Donc voilà, c'est un appel que je fais. Il suffirait de 18 personnes et ça pourrait permettre au jeu de monter en rang dans Steam. Donc ça serait vraiment cool. Voilà. Ah ouais, Ça trop prend bien. pas beaucoup Prenez de temps de 5 faire une minutes, les gens. review. C'est Voilà, easy, voilà. quoi, et ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voilà, c'est bon, les annonces, on passe à autre chose. Hein. Vas-y, c'est parti. Est-ce que t'as un petit sujet? Moi, j'ai un sujet, mais il est lourd un peu. Ouais, bah avant de traiter les sujets lourds, moi je dis on continue sur tout ce qui est médias et tout. Petite réponse par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Je suis allé voir le film dont on a parlé la semaine dernière, qui a gagné. Oh, le film qui a gagné les Oscars fait ouais. en Blender entièrement, là? Ouais. Ah ouais. Prix du meilleur film d'animation. Il avait gagné ce prix-là. On en avait parlé la semaine dernière parce que ça a été réalisé un cinéma en Île-de-France qui le jouait. Ouais. Donc le film s'appelle Flow. Et le film a été entièrement réalisé à l'aide de Blender, qui est logiciel libre. Il est merveilleux. J'ai adoré le film. Bien. C'est un film qui parle de l'histoire d'un chat qui doit survivre lors d'une inondation. Et il n'y a aucun dialogue, aucune parole pendant 1h20 environ. Ouh, ça me fait penser au jeu Stray, là, Ouais. un peu. C'est hyper... c'est poétique, c'est hyper bien fait, c'est agréable. J'ai passé un très bon moment, honnêtement. Trop bien, du coup, il mérite l'Oscar, c'est ça que t'es en train de dire. Moi, je pense qu'il mérite l'Oscar. Hein. Franchement, l'animation est vraiment bien gérée. Genre, t'as vraiment l'impression... il y a plein d'animaux différents et c'est assez crédible. Et bon, il y a une petite larme versée vers la fin, mais je vous dis pas plus, mais c'est émouvant, quoi. C'est émouvant. Trop bien, trop bien. Bah, c'est trop stylé. Le fait que c'est fait dans Blender est juste trop cool, quoi. Tu peux faire des... Mais franchement, c'est hyper beau, hein. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment bien fait. Si vous avez le film, si vous avez le film autour de vous, n'hésitez pas à essayer d'aller le voir dans un cinéma, si c'est pas loin de chez vous. Ok. Bon, tu veux nous donner tes sujets lourds là? Bah ouais, moi je vais parler des US. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment en parler des US? Ouais, si, mec, faut en parler. Parce que là, il y a un truc, je crois que t'es même pas prêt. Je crois que tu t'es pas au courant de ce qui se passe en fait. Dis-moi tout. Donc les gens, on a une info qui date de cette semaine. Hein. Donc l'administration Trump et tout. Détention de Mahmoud Khalil. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc? J'ai l'impression que les médias français le couvrent pas beaucoup. Mais c'est complètement fou ce qui se passe aux US. Donc vous avez... Vraiment là, l'administration Trump, ils en sont au stade de juste emprisonner des gens qui n'ont absolument rien fait, mais qui sont leurs opposants politiques, ou considérés comme tels. Donc je vous lis un peu cette histoire, vous allez même pas y croire. Mahmoud Khalil, un étudiant militant et négociateur lors des occupations pro-palestiniennes du campus de Columbia en 2024, a été arrêté dans son immeuble par des agents de ICE le 8 mars 2025, sans avoir été accusé d'un crime. Les agents fédéraux de l'immigration agissaient sur ordre du département d'État de Khalil pour révoquer le visa étudiant. Donc en fait, vous avez quelqu'un et toutes les autorités là qui parlent de ce truc, parce qu'il y a des manifestations en cours aux US pour protester contre son arrestation. Hein. Toutes les autorités, quand on leur demande mais pourquoi ce gars est arrêté et pourquoi d'ailleurs vous essayez de l'expulser du pays, parce qu'ils sont en train d'essayer de l'expulser du pays,
toutes les réponses, à chaque fois, les gens admettent, toutes les autorités admettent qu'il a absolument rien fait d'illégal, d'accord? Premier truc à bien comprendre sur ce cas. Et donc, en gros, ICE est arrivé chez lui, toc, toc, toc. Suivez-nous, venez avec nous. Et ils essayent de l'expulser, d'accord? Ils essayent de l'expulser. La seule explication plausible sur pourquoi il est ciblé, c'est parce qu'il avait un rôle dans les manifs, les occupations, etc., dans l'université contre le génocide à Gaza. Ok, c'est vraiment il n'y a juste aucune autre raison plausible pour ça. Et ils essayent de l'expulser, mais ils essayent du coup, pour faire ça, ils essayent de révoquer son visa étudiant. Sauf qu'en fait, on découvre un petit peu après ça que c'est pas juste quelqu'un qui est là sur un visa étudiant. Il a sa green card américaine. C'est pas un citoyen américain, il n'a pas la nationalité encore, mais il a la green card, donc il est résident permanent légal. La carte verte aux US, si vous ne connaissez pas, c'est le statut que vous avez, c'est l'équivalent de carte de résident permanent en France, donc valable 10 ans. En France, aux US aussi, la green card, c'est valable 10 ans. Donc il est là, il est pas là. Tu sais, parce que Trump, pendant la campagne, vous savez, la fameuse rhétorique habituelle de l'extrême droite, c'est ah non, mais quand on parle de mass deportation, quand on parle d'expulsion et tout, c'est que pour des personnes qui sont en situation régulière et qui auraient commis des délits ou des crimes ou je ne sais quoi. Là, ICE va chez un mec qui a littéralement rien fait d'illégal. Ils ont admis qu'il a rien fait d'illégal, d'accord? ICE a dit, il a rien fait d'illégal, ce mec. Il est apporté dans un centre de détention de ICE et ils essaient de l'expulser alors qu'il n'est pas en situation irrégulière. Et il est même en situation très régulière parce qu'il a une green card. C'est ultra flippant ce truc. Et en plus, c'est pas la seule personne dans ce cas-là, mais je vais juste finir sur son cas parce que c'est juste flippant. Alors, il s'est passé des trucs cette semaine. Donc... et aussi, il agit sur les ordres du département d'État. Donc, c'est les ordres qui viennent de très, très haut dans l'administration, ce qui est assez inhabituel. Hein. Et on en avait parlé déjà des agissements de ICE et qu'il se prenait à des cibles un peu aléatoires. Ouais, des arrestations arbitraires complètement. Ouais. Mais en gros, ça continue et même ça s'empire parce que ça vise des gens pour des raisons politiques qui sont des opposants à l'administration Trump. Donc... Lorsqu'ils ont été informés que Khalil, d'origine palestinienne et syrienne, nationalité et citoyenneté algérienne, est un résident permanent légal des États-Unis en possession d'une carte verte, Khalil a été informé que ce statut serait révoqué à la place. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Ils peuvent révoquer des green cards comme ça maintenant? C'est quoi ce truc? Le lundi 10 mars, le juge de district de New York, Jesse Furman, a suspendu la tentative de l'administration Trump d'expulser Khalil afin de se donner le temps de déterminer si l'arrestation était constitutionnelle. Donc en fait, elle n'est pas constitutionnelle, les gens. Il n'y a absolument rien qui les autorise à arrêter quelqu'un qui n'a rien fait d'illégal. C'est juste la violation le plus élémentaire du droit. C'est genre, je sais pas, quand on entend parler historiquement, tu sais, dans l'URSS sous Staline, tu avais des arrestations arbitraires d'opposants politiques. Je veux dire, qu'est-ce qui est différent dans cette situation, du coup? Donc, cette détention est la première tentative d'expulsion publiquement connue liée à l'activisme pro-palestinien sous la présidence de Donald Trump. Donc, c'est vraiment... Là, on est au stade, tu vois, tu sais, le dicton de d'abord, ils sont venus chercher les communistes, j'étais pas communiste et donc j'ai rien dit. Ensuite, ils sont venus chercher les personnes LGBT, j'étais pas LGBT donc j'ai rien dit. Et au final, ils sont venus me chercher moi et il y avait plus personne pour me défendre, tu vois, ce fameux truc. On est au stade où ils viennent chercher... pour la première fois sous Trump, des gens qui sont juste pro-palestiniens. Donc Trump a promis de punir les étudiants et autres personnes qui, selon lui, soutiennent le Hamas ou promeuvent l'antisémitisme. Encore une fois, aucune preuve qu'il soutient le Hamas ou qu'il promeut l'antisémitisme. Hein. La détention de Khalil a suscité une vive réaction de la part des avocats, des membres du Parti démocrate et des organisations de défense des droits civiques qui affirment qu'il s'agit d'une attaque contre la liberté d'expression et le premier amendement. Il n'y a aucune accusation criminelle contre Khalil. L'argument du gouvernement fédéral repose plutôt sur l'article 237 de la guerre froide, datant de l'époque de la loi de l'immigration et de la nationalité de 1952, qui prévoit que des migrants aux États-Unis peuvent être expulsés si le secrétaire d'État estime que leur présence est incompatible avec la politique étrangère américaine,
plusieurs journalistes ont souligné le lien entre cette loi de 1952 et le macartisme de l'époque de la guerre froide. Genre, ils sont en train de replonger là-dedans. En tout cas, c'est le premier exemple de ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, c'est quand même, c'est en train de discuter beaucoup aux États-Unis. Hein, ça fait les titres. En France, j'ai pas vu beaucoup d'infos, mais en tout cas, c'est un sujet là-bas. Donc, vous avez eu même des républicains. Certains républicains soutiennent des plans d'expulsion plus larges de l'administration Trump, mais ont exprimé leur malaise face à l'arrestation de Khalil. Ann Coulter a exprimé son inquiétude quant à la constitutionnalité de l'arrestation. Donc c'est là que tu vois que, en fait, c'est trop tard. Genre, même pour les gens qui sont peut-être soutiens de Trump, mais là, ils sont en train de s'inquiéter. Genre, attends, mais qu'est-ce qui se passe? On arrête des gens qui n'ont rien fait. On viole leurs droits et tout, alors qu'ils sont là en situation régulière. Même ces gens-là, c'est trop tard, en fait. Ils sont au pouvoir, là, ça y est. Trump, J.D. Vance sont au pouvoir. Musk est là. Ils font le Doge. D'ailleurs, même les démocrates, si vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée, là, ils sont complètement... ils accompagnent Trump, hein, ils font n'importe quoi, ils refusent de... En gros, il y a un sujet du shutdown du gouvernement, et ils refusent d'aller contre les républicains là-dessus, qui est juste lunaire. Et tu as aussi d'autres républicains, donc vraiment là, l'aile la plus folle du parti, comme Mercedes Schlapp, qui exprime son soutien à l'arrestation, et a également déclaré que Rashida Tlaib devait être expulsée de la même façon. Donc Rashida Tlaib, si vous ne connaissez pas, c'est une élue démocrate au Parlement, enfin au Congrès, qui est une citoyenne américaine aussi. Et du coup, voilà, ils appellent, après, bon, en France, ils appellent aussi à déchoir de la nationalité Rima Hassan, hein, un ministre français a dit ça il y a 10 jours. Mais voilà la méta, voilà ce qui se passe. Ouais, il y a des pétitions. Bah ouais, mais attends, là, en fait, c'est une nouvelle étape de franchie. Genre, moi, je suis d'accord, hein, c'est pourquoi on en parle chaque semaine et tout. Genre, le sujet de éviter l'extrême droite en France, le sujet, il est brûlant et c'est le contexte qu'on est en train de vivre actuellement. Rappeler de ce qui se passe concrètement quand tu laisses l'extrême droite arriver au pouvoir, comment instantanément les droits des gens sont violés, la Constitution est jetée à la poubelle, les arrestations arbitraires vont pleuvoir et tout. Oui, on a la première de probablement une série d'arrestations. Je continue parce qu'il y a une deuxième personne. Il y a une deuxième personne qui a aussi été arrêtée par ICE. Donc, une touriste allemande, cette fois. Une touriste allemande détenue par ICE. L'appel au secours de cette touriste détenue aux États-Unis. Une touriste allemande est incarcérée dans un centre de détention pour migrants en Californie depuis janvier. Quoi? Ouais. Ça fait 2 mois. Alors, tu vas attends, parce que tu vas péter un câble quand tu vas entendre la raison pour laquelle elle est détenue. Hein. Donc, elle a tenté de passer la frontière américano-mexicaine le 25 janvier. Jessica Broche. Elle venait de Tijuana au Mexique. Elle voulait rejoindre San Diego pour voir une amie américaine. D'accord? Elle voyageait avec du matériel de tatouage. Et du coup, elle disposait d'un visa touriste. Donc, elle a fait une demande. C'était pour le tourisme. Elle demande un visa touriste. Avec, si vous connaissez la procédure pour avoir un visa américain, c'est très, très lourd. C'est très, très chiant. Et par exemple, elle devait communiquer qu'elle a bien son ticket de retour pour son billet d'avion de retour pour Berlin. Tu vois, elle donne tous les infos. Elle obtient son visa validé par l'administration. Et elle essaye de traverser la frontière. Et là, les autorités, donc ICE, qui est à la frontière, d'accord, ICE l'accuse d'avoir voulu rejoindre les États-Unis pour y travailler illégalement. Donc probablement, ils ont vu le matériel de tatouage et tout. Ils ont dit, attends, mais en fait, tu veux faire des tatouages? C'est travailler. Donc en fait, tu viens pas pour faire des vacances parce qu'elle a du matériel sur elle, d'accord? Ok. Mais dites-vous que cette personne a passé presque 2 mois dans un centre de détention de ICE à cause de ce truc. Et attends, parce que t'es pas prêt, elle a été mise en confinement solitaire. Elle a été mise en isolement, en solitary confinement pendant 8 jours dans le centre de détention de Otay Mesa, au lieu d'être expulsée vers l'Allemagne. Parce que normalement, même quand tu refuses, Pourquoi ils quand l'ont tu pas fais ce expulsé truc-là, en Allemagne, ça n'a aucun sens.
Bah, parce C'est que pas c'est le Ice, but mec. de Ice, c'est pas C'est leur des nazis, objectif en fait. d'expulser les gens. Non, 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 il n'y a plus aucune limite. C'est juste Là, on est des sur. roues libres. Oui, on est dedans. Ice est devenu une sorte de milice en roue libre sans aucun contrôle. Les SS. Ils se sentent pousser un pouvoir illimité parce que Trump soutient, appelle à la déportation de masse et tout. Plein de gens, enfin les gens de ICE sont majoritairement des gens d'extrême droite, hein, on va pas se mentir. Les gens qui rejoignent ICE pour aller expulser des gens, venir chez eux, les emporter de force. Enfin, je sais pas, genre on est sur... Et donc elle témoigne du coup, parce que là c'est un sujet dans les médias allemands. Hein. Les médias allemands sont en mode, on a une citoyenne qui est emprisonnée, c'est quoi ce bordel? Mais ça y est, elle est Rendez-nous sortie de tout notre ça là citoyenne, mais... Alors, je pense que ça vient de... Elle vient d'être libérée, si j'ai bien compris, mais je regarde. Donc, elle parle des conditions de détention. Elle ne disposait ni d'oreiller, ni de couverture. C'était horrible, c'était vraiment horrible, a-t-elle assuré lors d'un appel Est-ce qu'elle téléphonique aux comptait médias. tatouer les gens ou pas? Elle a dit, apparemment, elle aurait dit que elle allait tatouer son ami. Genre, en fait, son ami s'est fait tatouer par elle dans le passé. Elle a plein de Non, mais tatouages c'est et une elle blague, allait hein, genre, probablement... même si elle voulait tatouer des gens, en Je fait, sais, mais mec, ça justifie pas du tout ça, genre ça ne justifie mais tu sais rien. que les droitards, tu sais qu'il y a des gens, tu sais que les soutiens de Trump et tout disent ça. Oh là là. Ils disent, ouais, mais en même temps, est-ce qu'elle voulait pas faire des tatouages? Donc du coup, on peut l'enfermer pendant 2 mois et la mettre Sans en... procès. Je rappelle que le solitary confinement, d'accord, l'isolement absolu, on te met dans une pièce Ouais, c'est de complètement la folie, coupée. ça. C'est considéré comme de la torture. Bah oui. Le droit international, l'ONU, classifie ça comme ouvertement de la torture. Hein. Donc ils torturent des personnes innocentes qui n'ont rien fait parce qu'elles, soi-disant, n'avaient pas le bon visa, mais en fait, elles avaient le bon visa. Citoyenne allemande, hein. Et les conditions, écoute un peu ça. Elle dit que c'était comme dans un film d'horreur. Tout le monde criait dans toutes les pièces, a-t-elle rapporté. Au bout de 9 jours, elle a dit qu'elle était devenue complètement folle et qu'elle avait commencé à frapper les murs. Elle avait du sang sur les jointures. La société propriétaire du centre a démenti, assuré qu'elle ne pratiquait pas de société tels propriétaire isolements. du centre. C'est des boîtes privées, Oh c'est des non. prisons privées à but lucratif. Oh non. Bon, du coup, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éviter ça dans notre pays à nous? Parce qu'on a encore la possibilité de ne pas vivre ça, en fait. Mais il faut faire le taf d'ici 2027, quoi. Et ça, c'est le début, les gens, parce que l'administration Trump, vous savez très bien qu'ils vont pas s'arrêter là. Hein. Mais est-ce que t'as vu la publicité qui a été faite où ils ont littéralement utilisé la Maison Blanche, la devanture de la Maison Blanche pour faire de la publicité pour les Tesla? Ah là là, ça, c'était juste la déchéance complète de ce pays. Oh, C'est-à-dire qu'il y a le Musk. président américain qui fait un ad read. Ouais, Musk, il est devant les arrivé. caméras pour une boîte de voiture éclatée au sol. Musk, il est arrivé avec plein de Tesla. Ils les ont mis devant la Maison Blanche. Et apparemment, il avait dans sa main une liste de points à lire Trump pour dire voilà, elle coûte tel prix, elle est super, etc., etc. Et il dit littéralement. Parce que l'action de Tesla était en train de crash, donc ils ont cru que ça allait être une opération pour la relancer. Ça a complètement fail, évidemment. Mais c'est illégal normalement ça. Mais ils sont au-delà de ça. Bien sûr, non, mais tout ce qu'ils font illégal, mec, depuis le début. Comment ça, ils ont gagné l'élection de façon illégale? Ils ont payé des citoyens pour aller voter. Genre, de quoi tu parles, mec? Bon, ouais, du coup, viens, on switch maintenant à. On revient en France. On revient en France. Moi, j'ai envie de parler du Nutri-Score. On en avait parlé dans cette émission il y a un bon moment, du Nutri-Score. Et des nouvelles infos? Il y a des nouvelles infos. En fait, il y avait eu un projet de updater les Nutri-Score, de les changer. Parce qu'actuellement, les Nutri-Score, bon, on avait parlé de l'utilité du truc, on avait dit, bon, c'est un... Si on plisse les yeux, ça permet quand même d'avoir une idée, tu vois. Pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, ça lui permet au moins d'avoir une petite idée de est-ce que c'est bien ou pas. Nous, notre réserve là-dessus, c'était... Moi, je l'utilise vite fait, hein. Parfois, il y a des trucs, je me dis... Tu sais, pour les pizzas surgelées, je prends celle qui est A. Ouais, mais notre réserve là-dessus, ça avait été... Le problème, c'est que tu peux mettre un ingrédient Nutri-Score D, mais en fait, au sein d'un repas que tu vas te cuisiner, genre oui,
La bouteille d'huile, elle est Nutri-Score D, mais en fait, si tu l'utilises Ouais, pour. ouais, genre, ouais, tu vas pas arrêter de prendre l'huile d'olive si elle a une C'est Nutri-Score ça. D. C'est Donc ça complètement con. remplacera jamais le vrai objectif qui serait de faire de l'éducation des gens sur la nutrition, la nourriture, etc., etc. Bref. Mais on avait dit c'est quand même cool de l'avoir. Et en fait, ils ont voulu l'améliorer. Il y avait eu une proposition, d'ailleurs qui avait été votée, qui était de changer le Nutri-Score pour prendre en compte le degré de transformation. Ça devait Ouais. être plus sévère avec les produits transformés. Parce que c'est vrai, on s'est rendu compte que les produits transformés, ça pouvait être un problème de santé. Que ce soit la nutrition ou juste la santé tout court, quoi. Et donc ça devait prendre en compte, ça devait être plus sévère avec un nouveau mode de calcul pour les produits transformés. Et ça devait être mis en application. Ça devait être mis en application maintenant depuis un moment. Mais le 4 mars, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, J'ai jamais entendu parler de cette personne, mais ok. a rassuré les lobbies de l'agroalimentaire en assumant de bloquer la publication de la nouvelle version du Nutri-Score. Trop bien. Trop cool. Donc en fait, ça devait être mis en vigueur dès 2024, mais le décret n'avait pas été signé. Et en fait, le décret va être bloqué, quoi. J'adore ce concept que des lois peuvent être votées, mais après, si Ouais. l'exécutif veut pas, en Ouais, fait, c'est assez bizarre. le décret n'est pas là, et du coup, j'ai jamais compris ce concept, du coup. Mais du coup, juste, imaginez un peu ce rôle que tu as dans la société. On parlait de rôle dans la société tout à l'heure, tu vois. Ah mince, attends, j'ai des notifications. Désolé les gens pour vous entendez sans doute des pings. Comment on enlève les pings Discord, genre? Je crois que c'est Discord. Parce que je peux pas quitter Discord. Bon, désolé. Tu cliques droit, tu fais mute serveur sur tous les serveurs. Merci. Du coup, pardon. Le rôle dans la société. Imagine un peu ton rôle où ton objectif, c'est d'essayer que les consommateurs ne sachent pas à quel point ton produit est horrible pour leur propre santé. De toute façon, c'est macroniste, hein, ils sont au service du capital depuis le début. Non, je sais, non, mais là je te parle des lobbies, c'est-à-dire ton travail, tu vas lobbyer pour dire il faut absolument pas que les consommateurs sachent que le produit est mauvais pour la santé. Oui, genre tous les gens qui vont au travail et leur travail c'est arriver dans le bureau du lobbyiste et de faire le... Ouais, genre est-ce qu'ils sont séverancés ou comment ils font pour vivre avec ce qu'ils font? Mais moi, ma question c'est, pour être convaincu de ça, c'était quoi les arguments? Est-ce que l'argument c'était, mais madame la ministre, si les gens savent que c'est mauvais pour la santé, ils vont arrêter d'en acheter. Et s'ils en achètent plus, on gagne moins d'argent. Et là, le ministre a dit, ah oui, c'est vrai, s'ils savent que c'est mauvais pour la santé, donc... Bah oui, du coup, on va pas mettre en place ce décret. Parce que c'est vrai que... la santé... Je suis pas ministre de la santé, cela dit. Ces gens sont des traîtres, fondamentalement, sont des traîtres à la démocratie, des traîtres au peuple. Ils sont là au service du capital purement. Et après, bon, c'est aussi parce que les gens ont décidé que c'était eux. Hein. Et à tout moment, vous pouvez juste voter différemment, puis on peut avoir un gouvernement au service des gens. Et juste un petit rappel, apparemment l'obésité coûterait 11 milliards par an en France. C'est un chiffre que j'avais vu passer. L'obésité représente une charge de 11 milliards par an en France. Le marché voit dans... blablabla. L'obésité gagne du terrain. 17% des 66 millions de Français sont en situation de surpoids élevé. Et ces 8,5 millions de personnes représentent pour le système de santé près de 11 milliards d'euros de dépenses par an. Estime une étude du cabinet Asterès. En gros, juste en s'occupant mieux des gens, en promouvant beaucoup mieux des indicateurs de santé, des trucs comme ça, l'accessibilité des trucs, des produits moins transformés. Enfin bon, on a parlé déjà de toutes les mesures qui seraient bonnes à mettre en place au niveau des impôts pour que par défaut, tu arrives dans un supermarché, les trucs les moins chers sont aussi les trucs les plus les meilleurs pour la santé et les trucs les plus circuits courts, quoi. Hein. Ouais. Il y aurait tellement de trucs à mettre en place, mais ouais. Et en plus, ça ferait des économies massives aux dépenses sociales. Ouais, 11 milliards par an, je sais pas, c'est pas rien, quoi. Ouais, ils ont pris cette... Je crois qu'ils avaient pris un déficit de 13 milliards sur 10 ans ou un truc comme ça pour
pour dire qu'il fallait changer le système des retraites. Donc bon. Mais moi, Ouais. ça m'étonne pas quand je vois, tu sais, dans ma ville, je me promène et j'essaie de trouver le concept d'un restaurant. Parce que moi, pourquoi parfois je sors manger dehors? Parce que j'ai la flemme de faire de la cuisine, parce que ça prend du temps de cuisiner chez moi et tout. C'est un truc de gain de temps, c'est un truc de. En plus, Ouais, j'ai pas de ouais. lave-vaisselle, machin, tu vois. Donc, je me dis, je vais sortir. Mais en fait, t'essayes de sortir et manger dehors et tu veux juste manger un truc qui est sain, qui est un repas normal, équilibré. C'est tellement dur de trouver ça sur le marché privé. Genre, c'est tellement. Je sais pas, tous les trucs, c'est des fast-food. Tous les trucs, c'est ultra free, transformé, gras, sucré, salé à fond et tout. C'est tellement rare d'avoir juste un. Et t'as des trucs, genre, tu vois, tu peux aller au flunch, tu peux prendre que les trucs de légumes et tout, le riz, tu peux choisir, mais tu vas au resto. Non, mais justement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'options où tu peux juste avoir un repas normal qui est pas un truc, Bah pas un McDo, pas un kebab, pas un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? parce que sur le marché, il n'y a pas tous les produits addictifs qui te poussent à y aller. Parce qu'en fait, En les compé- gens disent, mais c'est un truc de goût, en fait, parce que les gens vont vers, tu vois, une grosse pizza, 4 fromages, un burger, machin. Mais tu peux faire un truc qui est à la fois OK pour ta santé, des bons produits et un truc hyper délicieux parce que c'est bien cuisiné, parce qu'il y a des épices, parce que Ouais, mais à côté, tu vas avoir pimenté, parce que tu vois. un kebab qui va ouvrir, tu vas faire faillite. Mais du coup, comment. Ouais, parce que toutes les mesures qu'on veut faire politiquement pour améliorer ça, je vois pas comment ce fait-là, il change. Bah, tu fais des cantines publiques gratuites. Ouais, tu fais des cantines publiques gratuites, j'avoue. Moi, Et je l'idée des trouve ça. cantines publiques gratuites, c'est justement que tu disruptes le marché en proposant un truc qui n'a pas pour but d'être bon au goût, qui a pour but d'être bon pour la santé et de te permettre d'être bien nutri. C'est tout. Mais par contre, c'est gratuit. Et donc, tu disruptes complètement le marché parce qu'en face de ça, si tu veux être en compétition avec ça, il faut soit proposer un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bon, soit améliorer la qualité de tes ingrédients et tout, parce qu'il y aura toujours une alternative gratuite bonne pour la santé à disposition. Après, ça me casse les couilles que dans un tel truc, ça serait seulement le truc public qui serait à peu près sain, équilibré, tu vois. Mais non, Pourquoi le justement, privé? Moi, je veux qu'il y ait plein d'options privées de trucs non, qui ça sont à la ferait fois bons pour la pression. santé, Ça des ferait bonnes pre- cuisines. Non, je suis pas d'accord avec toi, ça ferait pression parce que du coup, tu te dirais, ouais, mais ce truc-là gratuit est bon pour la santé, pourquoi les autres trucs sont pas bons pour la santé? Ça ferait une pression de compétition là-dessus. Par exemple, tu dirais pourquoi quand je paye, j'ai pas des produits bio alors que quand je paye pas, j'ai des produits bio? Ouais. Parce que tous les Mais les produits gens me seraient bio disent et locaux. ah, mais Mulch, t'as pas un resto près de chez toi? On est le pays de la gastronomie, il y a plein de restos, mais ok, vous parlez de quoi? Vous parlez de restos qui sont à 100 Ouais, euros le ouais, ça, il repas parle parce de que c'est un ça. truc Il parle de ça, ouais. gastronomique, je sais pas quoi. Genre, moi, je te parle Le d'un repas, repas qui est beaucoup plus cher que ouais. un truc que tu prends au supermarché. Genre, tu payes En fait, on parle 8 juste d'une euros, 10 cantine, en fait. euros, Tu 15 parles juste euros, d'une c'est déjà cantine cher, et quoi. du coup, c'est une cantine publique gratuite, quoi. Je sais pas, bon, bref. Après, si la Mais cantine ouais, publique faut gratuite l'éviter, ouais. existe, l'argent que tu aurais mis normalement dans la bouffe, tu peux le mettre de côté et t'offrir ce resto dont tu parles à 100 euros à la fin du mois. Tu vois? Ouais. On reste sur la Mais ouais, santé. je comprends de fou pourquoi l'obésité est en augmentation quand tu vois Ouais. le paysage, quoi. Le paysage en En plus, France, ouais, c'est pas en train de s'améliorer. j'ai envie d'en parler de ça. Je ferai peut-être une vidéo un jour, mais il y a un énorme problème de santé publique sur le sucre. Et je pense que, déjà, on commence à en parler quand même. Mais je pense que plus tard, on va parler du sucre comme de l'industrie des cigarettes dans le siècle dernier. Moi, tant qu'il n'y aura pas marqué le sucre est dangereux pour votre santé, peut provoquer le diabète sur tous les paquets de gâteaux, sur tous les produits qui contiennent du sucre ajouté, je serai pas à l'aise. Et je crois que les gens se rendent pas compte à quel point le sucre ajouté est une plaie, quoi. Ouais. Je crois vraiment qu'on se rend pas compte de l'ampleur. Je crois que les chiffres, c'est au XVIIIe siècle, on mangeait 2 kilos. Alors, attends, vas-y, parle un peu que je vais retrouver le chiffre exact pour pas dire n'importe quoi. Vas-y, Imaginez vas-y. un truc où carrément tu subventionnes les options de menus des restos ou des fast-food, etc., qui ont des macros, des répartitions de macronutriments à peu près normales et sains pour un humain, et tu subventionnes cet item du menu à moitié remboursé par l'État, tu sais, ce serait incroyable. Tu fais une taxe sur les ultra riches et tu prends l'argent et tu le reverses pour
pour que les options resto bonnes pour la santé soient pas chères du tout. Parce qu'on va pas se mentir, le problème aujourd'hui, c'est que c'est la corrélation inverse. C'est genre, tu veux un truc sain, bah c'est un resto, un sort de truc bio, bobo, je sais pas quoi, à 20 € le plat pour un truc. C'est quoi les bols là, les sortes de bols c'est la pire cuisine en plus. Mais ouais. Je sais pas, hein, peut-être après c'est mon quartier, peut-être Ok. c'est particulier à là où je suis. Vas-y. 1 kg par an et par personne en 1850 pour le sucre. D'accord. Mhm. Et aujourd'hui, les Français consomment en moyenne 35 kilos par an de sucre. Quoi? Donc là, c'est un article France TV. Pain, pizza, charcuterie, le sucre est addictif et dangereux. Il se trouve dans beaucoup plus d'aliments que l'on ne soupçonne pas d'en contenir. Attends, mais quand tu dis sucre, c'est que genre Sucre ajouté. Hein? Le sucre ajouté. Mais est-ce que tu comptes tout ce qui est glucides dans le sucre ou est-ce que tu comptes que c'est le le sucre, sucre. Le sucre. D'accord, ok. Donc, 35 kilos par an. Et en fait, ouais, il y a des. Moi, je pense que le sucre, c'est une des pires choses qu'il puisse y avoir. Le sucre pur, je veux dire. Il faut des glucides, hein. Il faut des glucides pour vivre, bien sûr. Mais le sucre ajouté, je pense qu'il y a des. C'est beaucoup trop facilement absorbé par le corps. Et du coup, derrière, tu te retrouves dans une situation où ça a été stocké presque tout de suite, quoi. Et après, t'as faim quand même. Enfin, bref, c'est. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais c'est quelque chose, hein. Ouais, après, il y a eu beaucoup de documentaires, de reportages récemment. Ça, on en discute de plus en plus quand même de ce problème. Mais c'est toujours là. Je pense qu'il faudrait vraiment que s'il y a une forme de. Parce qu'il n'y a pas que le sucre pur, il y a aussi tout ce qui est en os, genre lactose, fructose, tout ça. C'est les trucs qui sont assimilables à du sucre. Je pense que si ton produit contient un additif type sucre, quoi, il faudrait que ce soit clairement affiché. Comme le Nutri-Score, il faudrait que ce soit clairement affiché. Sucre ajouté, tu vois. Des fois, il y a marqué sans sucre ajouté. Moi, j'ai envie qu'on retourne complètement tous les stigmates, tout le concept des dénominations dans l'alimentaire. Je veux que le concept de légumes bio n'existe plus. Je veux que ce soit juste des légumes normaux et que Ouais. Et si, les autres, c'est légumes avec ouais, pesticides dangereux. si ton légume n'est pas normal, dis-nous pourquoi il est pas normal. Ne nous dis pas, lui, regardez, lui, il est cultivé de manière biologique. Non, je m'en fous. Pour moi, ça, c'est un légume en fait. Donc dis-moi pourquoi ça, ton légume, il peut pas être dit biologique. Qu'est-ce que t'as fait dessus? Dis-moi ce que t'as fait dessus. Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu peux pas dire que c'est biologique? T'as fait quoi? Et je veux que ça soit sur la boîte. Je veux que ça soit sur l'écriteau. Il y a marqué tomate avec pesticides dedans. Parce que là, actuellement, avec microplastique ajouté. regarde un peu à quel point. Et on se doute pas à quel point on est dans une dystopie parce qu'on vit dedans, tu vois. Mais il y a des situations sociales où où quelqu'un va arriver chez toi et va dire mais c'est trop bizarre, t'achètes tout bio, mais t'es fou quoi. T'achètes tout bio toi. Ah ouais, toi t'es comme ça, faut que tout soit bio quoi. Dans ta cuisine, tout doit être bio quoi. Waouh. Et toi t'es là en mode mais attends, mais juste si la dénomination c'est ce que je viens de dire, on arriverait dans ma cuisine, on dirait ah cool, t'as acheté des tomates cerises, merci. Et moi j'arriverais dans leur cuisine, je dis wow, t'as acheté tomates avec pesticides. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait? Pourquoi tu t'es dit le matin je me lève, je vais acheter des tomates avec pesticides? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement parfait. Et c'est pareil pour le truc. Pourquoi il y a marqué sans sucre ajouté sur les produits sans sucre ajouté? Pourquoi il n'y a pas juste marqué produit? Pourquoi pas juste marqué jus de fruits? Non, là il y a marqué jus de fruits sans sucre ajouté. Pourquoi ça c'est pas le jus de fruits? Par défaut, ça sous-entend que le truc par défaut, c'est ajouter du sucre. Ouais. Marque avec sucre ajouté sur le produit. On devrait mandater ça. On devrait l'obliger aux fabricants. On devrait trouver les. À chaque fois qu'il y a une astuce pour complètement arnaquer le consommateur, faut la trouver et obliger d'utiliser le bon terme. Donc par exemple pour le sucre ajouté, pour pareil, tout ce qui est nitrate ou nitrite ou je sais plus quoi dans j'avais vu du jambon, ah sans nitrate. Quoi? Il y a du nitrate de base, vous êtes fous. Et du coup, il y a quoi dedans que je sais pas encore? Parce que peut-être dans 2 ans, il va y avoir une méga investigation autour de ça. Et puis bientôt, il va y avoir marqué sans arsenic dans celui-là. Attends, quoi? Il y en avait? Non, mais Ouais, c'est pour donner un exemple. Tu vois? Sans huile de palme. Non. Marque, quand il y a de l'huile de palme, marque qu'il y a de l'huile de palme. Et sinon, tu mets juste produit. C'est un produit, voilà.
Je pense que ça serait vraiment important Ouais. de faire ça, hein. Et on se rend pas compte à quel point ça aurait un impact parce que les gens, en fait, c'est le fameux truc. C'est le fameux truc des biais cognitifs et des raisonnements rationnels. Les humains se pensent eux-mêmes comme des êtres purement rationnels au quotidien. Ils se disent, ah ouais, je fais mes propres choix, j'ai un libre arbitre. Et c'est un gros problème parce qu'en fait, du coup, ça pousse pas les gens à se dire, il faut qu'il y ait un changement là-dessus parce qu'ils se disent, non, mais moi, je sais qu'il y a un problème avec les produits avec pesticides. J'ai pas besoin qu'on marque produits avec pesticides, je le sais ça. En fait, ils comprennent pas qu'il y a plein d'autres trucs sur lesquels ils Il y a savent pas. 14 000 stratégies, il y a forcément une stratégie Voilà. où vous tombez dans le piège Et donc, si tu le sais, régulièrement et vous n'êtes voilà. pas encore au courant. Et donc, si toi Bah tu le oui. sais sur une des stratégies, il faut que tu te battes pour que cette stratégie soit dévoilée pour tout le monde. Il faut pas laisser ce Et tu sais que truc-là moi, je connais exister. quelqu'un, tu lui parles de ça, j'ai une personne proche, quand je lui parle de ça, c'est instantanément, c'est mais non, mais tout ça, c'est une question d'éducation. Il faut juste éduquer les gens mieux. Il n'y a aucune remise en question systémique à avoir, aucune nouvelle loi. Les arnaques, ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est comme ça, c'est le marché. Et Tu du sais, coup, c'est il la faut que les personne. gens. Ouais. Sauf que tu peux faire les deux. Tu Attends. peux en même temps essayer de faire en sorte que les gens tombent moins dans les pièges par l'éducation, par l'information, par des groupes de sites de consommateurs, des associations, des trucs pour les droits des consommateurs, etc. Et aussi des régulations, parce qu'en fait, ça marche ensemble. Enfin, c'est bon. Mais c'est le même type de personne quand il va y avoir, par exemple, ce film a été retiré de la liste des films sur ce catalogue. Vous l'aviez acheté, mais en fait, vous ne l'avez plus. Maintenant, il a été retiré. Il y a des trucs comme ça où tu achètes des films en ligne sur des plateformes et après ils disent le film n'existe plus. Vous l'aviez acheté, mais on l'a retiré du catalogue. Et c'est les mêmes personnes qui vont te dire bah fallait lire les conditions d'utilisation que vous avez acceptées. Oh là là. Au lieu de critiquer la boîte, ils vont dire mais dans les conditions d'utilisation, il y avait marqué qu'ils pouvaient à tout moment que vous achetiez Les gens uniquement qui une sont les licence. défenseurs, les gens qui gratuitement se font les défenseurs des boîtes capitalistes pour aucune raison. Exactement, enfin bref. C'est triste, hein. Au moins faites-le en étant rémunéré. Là, déjà, c'est plus compréhensible. Et donc pour le sucre ajouté, moi je voudrais qu'il y ait une pastille sucre ajouté parce que ce qui est insidieux, c'est que c'est dans tous les produits, quasiment dans tous les types de produits, vous trouverez pas mal de produits où il y a du sucre ajouté. Moi, j'ai du mal à trouver des petits pois sans sucre ajouté. Essayez de voir si vous trouvez des petits pois sans sucre ajouté, c'est très dur. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Est-ce que je peux pas. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est des conservateurs et tout, mais non, en fait, il y a d'autres conservateurs qui fonctionnent, t'es pas obligé de mettre du sucre, puisque ça existe sans sucre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argument marche pas si tu me dis, non, ça marche. Bref. Il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est au blé complet. Je crois que j'en avais déjà parlé dans le rendez-vous, mais c'est un truc qui m'obsède. Le fait qu'il y ait des trucs au blé complet. Ah ouais? Parce que moi, en fait, j'essaie d'éviter à tout prix le blé, enfin, les glucides rapides, le sucre rapide. Ouais. Et du coup, quand tu achètes du pain, tu veux acheter du pain à farine complète et non pas du pain avec farine blanche. Parce que c'est ça qui fait la différence. Ok? Mhm. Et du coup, tu cherches les produits complets. Pain complet. Et en fait, ils vont te vendre du pain ou des biscottes ou des gâteaux et ils vont te marquer au blé complet. Qu'est-ce que tu comprends quand tu vois un sachet de pain où il y a marqué pain au blé complet? Qu'est-ce que tu comprends, toi? Bah, que tout le blé qui est utilisé est complet. Et qu'est-ce que tu comprends qu'il y a marqué pain aux pépites de chocolat? Il y a des pépites de chocolat dedans? Exactement. Et de la même manière, le pain au blé complet, il y a du blé complet dedans. Oh non! Si. Ils ont fait un truc où c'est juste il y a des petits Ouais. morceaux dedans qui sont du blé complet, Ouais. mais Il y a le blé 13%. lui-même. Oh, 13%. oh non! 13%. Pain au blé complet. Ils ont le droit de l'appeler ça pain au blé complet. C'est Oui, pas c'est au blé complet. appellation C'est contrôlée. genre comme aux pépites de chocolat. Oh. Allez, vas-y, j'en peux plus. Aïe, 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 aïe. Enfin bref, on pourra en parler longtemps. Il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a beaucoup d'arnaques, on peut Ouais, parler ouais. longtemps. Mais pour rester sur le domaine de la santé, il Mhm. y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle 4,1. Alors, je sais plus exactement le nom du truc. C'est 4,1, le scandale des accouchements. Voilà, en France. Ah. Et en fait, c'est bien que ce livre soit sorti parce qu'au moins ça met le sujet sur la table. Il y a plein d'articles qui sont sortis pour parler de ça. De quoi on parle?
on parle du fait que, en fait, la mortalité infantile en France augmente. Waouh. Elle était arrivée à un minimum de 3,5 en 2011, je crois. Et depuis, elle a remonté jusqu'à 4,1. Ah ouais, c'est une nette augmentation, hein. C'est Ouais, une catastrophe. c'est pas une petite augmentation, c'est une augmentation qui a commencé environ autour de 2020, où c'était à 3,8, et enfin, ça avait déjà augmenté, mais tu vois, c'est la nette augmentation. Très clairement, donc, toutes les fermetures de maternité sont supposées être la cause de ça, hein. Et c'est pas petit, 4,1 décès pour 1000 naissances, parce que ça représente 2800 bébés chaque année qui meurent, quoi. Et 70% d'entre eux meurent à la maternité. Voilà. D'accord, donc c'est genre dans les premiers jours Ouais. après la naissance, quoi, c'est Ouais, ça? ouais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir des cas réels. Donc là, je cite un article, je crois que c'est... Non, mais ça, parce que, attends, ça a toujours été... Comment tu classifies comme la mortalité infantile? Il faut que ça soit dans quel délai après la naissance? Je crois que c'est la première année. D'accord, parce que j'imagine qu'à une certaine époque, la majorité des cas de mortalité infantile, c'était pas forcément juste après la naissance, genre ça pouvait être 6 mois après et Ah tout. oui. Faut que j'aille voir. Taux de mortalité infantile et le rapport de nombre d'enfants décédés dans leur première année et l'ensemble des D'accord, enfants. ouais. Ouais. Voilà. Donc, ce taux a été énorme avant, hein. Le taux d'enfants, la mortalité infantile était énorme le siècle dernier. Mais il y avait eu les dernières décennies, il y avait eu des grosses diminutions. Et là, on est pour la première fois sur une. Ils avaient constaté une stagnation qui était déplorable, hein. Ouais. Et là, on a carrément constaté une augmentation. C'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire que quand on compare avec les autres pays européens, on est une catastrophe en fait sur ce sujet-là. Parce que tu sais, des fois on pourrait se dire, ah, mais peut-être c'est un phénomène mondial causé par quelque chose. Non, là, c'est vraiment les décisions politiques qui ont été faites qui mènent à ça. Donc là, on prend un exemple. En Occitanie, la part des femmes en âge de procréer vivant à plus de 45 minutes d'une maternité est passée de 6% à 24% en 15 ans. 3 des 4 maternités du territoire ayant fermé. Une fois les portes closes à Saint-Céré, les déserts médicaux pour les maternités, c'est tellement une catastrophe. 45 minutes d'une maternité. Ça veut dire pendant 45 minutes, t'as déjà perdu les os et tu t'es pas à la maternité. Une fois les portes closes à Saint-Céré, Gourdon et Figeac, Cahors s'est retrouvé seul au front. Donc c'est la seule maternité qu'il y avait. En parallèle, le taux de mortalité infantile n'a cessé de croître, au point d'atteindre 6,2 pour 1000 dans ce territoire, soit le taux le plus élevé d'un département de France métropolitaine. Avec surprise, nous découvrons qu'à l'été 2023, la maternité de Cahors, la dernière du département, a elle aussi connu une fermeture. Ah, attends, ils ont plus aucune maternité? Non, plus de maternité. Ok, trop bien. Bah, ils vont devoir faire 2 heures de voiture maintenant. Donc en fait, quand le NFP dit qu'il y a vraiment un besoin de services sociaux, c'est pas une blague. Et moi, ça m'attriste un peu que les gens se rendent compte du besoin de services sociaux au moment, genre, tu sais, il faut vraiment que tu te casses un bras et que tu passes une semaine dans des urgences pour comprendre. Dire quoi, mais en fait, c'est grave. En fait, c'est grave en France. On n'a plus la santé comme avant. Mec, en fait, on vous le dit depuis trois mandats d'affilée qu'il faut faire quelque chose. Et non, faut que la personne elle-même. Se rendre compte qu'il y a un problème que genre. Faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt dans sa famille parce qu'ils ont attendu sur un lit d'hôpital, sur un brancard dans un hôpital avant de se rendre compte qu'il y a un problème. Les gens, venez, on reprend le pouvoir, on met au pouvoir des gens qui proposent de financer tout ça, on arrête de fermer des maternités et on. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un pays où le taux de mortalité infantile augmente ? Non, mais les gens, il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer avec ces personnes, les gens qui se rendent compte de ces problèmes-là, ces problèmes de manque de services publics, etc., que quand c'est les touche eux, d'accord, le type de personne, là j'ai eu un accident
Je suis tombé, je me suis éclaté l'arcade sourcilière, je vais aux urgences et là j'attends 8 heures toute la nuit. Je me dis c'est quoi ce bordel, pourquoi je suis pas pris en charge? Tu te rends compte de ça que à ce moment-là et avant, tu t'es jamais rendu compte des gens autour de toi qui t'en parlent, quand on en parle dans les médias, enfin tout le discours, les réseaux sociaux, etc. Parce que tout le monde parle de ce sujet en permanence. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est qu'en gros ton manque d'empathie t'a causé une vie de merde au final, parce que pendant des années, tu n'as aucune empathie pour les gens autour de toi, tu te rends pas compte de ce qui se passe pour des millions d'autres personnes, d'autres individus qui témoignent autour de toi dans la société, sur les médias, etc. Tu ignores tout ça, tu votes à droite, machin, tu t'en fous complètement, ça t'atteint toi, et là, tu as une vie horrible parce que toi-même, ça t'affecte. Donc, le manque d'empathie de ces gens leur a tiré une balle dans le pied, même sur leur vie à eux. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, il n'y a pas besoin... Quand vous essayez de convaincre les gens, il n'y a pas besoin de leur parler forcément de faites ça pour autrui, pensez aux gens qui n'ont pas la chance que vous avez eu, machin. Ça va à un moment, tôt ou tard, vous affecter vous et vous rendre votre vie horrible. Tous les problèmes dont on parle, d'accord? C'est pas un truc juste que vous faites pour d'autres personnes, c'est pour vous. C'est juste que quand vous avez aucune empathie, vous êtes trop bête pour vous rendre compte avant que ça soit trop tard et que ça vous affecte votre vie. C'est juste ça. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, on essaie de comprendre un peu comment ça se passe. Et en fait, on se rend compte quoi? On se rend compte que déjà, c'est une horreur pour les sages-femmes. C'est-à-dire que du coup, ça fait vivre des enfers. Vous vous rendez pas compte, on parlait d'enfer sur le lieu de travail là avec Sévrance. Mais l'enfer sur Terre que c'est de vivre dans la dernière maternité de ton département, où tu as des gens qui ont déjà 45 minutes de trajet avant d'arriver devant toi et que tu dois gérer la situation catastrophique dans laquelle les personnes arrivent. Tu es surbooké, toutes les salles sont prises. Là, il parlait d'une personne, elle a dû s'occuper de plusieurs patients en même temps. Il y a eu un quiproquo dans la gestion d'une des patientes. Un enfant est mort. Tous les médecins croyaient avoir stabilisé le rythme cardiaque de l'enfant. Pas comme si le personnel de santé parle de ça depuis des années, tente de faire des mouvements sociaux, manifeste, se fait réprimer. Et cette nuit-là, Julie a dû faire accoucher 7 autres mamans en pleine nuit après la perte du bébé. C'est-à-dire, il y a un bébé qui meurt à cause de la situation dans laquelle t'es mis et tu dois continuer à travailler parce qu'il y a 7 autres enfants à faire naître. Ah ouais, si on est 7 autres, ils peuvent c'est avoir horrible. des complications. C'est de la folie. Et et tu vois, alors, on en reparlera de Sévrance la prochaine fois. Hein, mais moi, il y a ce côté-là de la coupure entre on sait très bien que ça existe, mais on va faire comme si ça n'existait pas parce que sinon la vie est trop dure en faisant autrement, tu vois. Mais on sait que les conditions de travail sont celles-là pour ces gens-là et que si ces gens-là n'existaient pas, on pourrait pas vivre la vie qu'on vit actuellement, tu vois. Mais je pense qu'on peut pas juste rien faire, on peut pas juste fermer les yeux là-dessus, il faut vraiment... Enfin, à chaque fois... mais attends, Macron il a fait beaucoup, on les a quand même applaudis à 20h c'est vrai. Pendant des mois, donc maintenant il y a eu une prime, il y a eu je crois qu'ils ont eu une petite médaille. Et la petite médaille, tout le monde l'a pas eu, quoi. Faut être fier un peu de ça. Littéralement Sévrance, hein, ils ont eu le petit globe. Et alors, à quel moment ça devient ironique, c'est que du coup, apparemment, vu que les maternités manquent de tout, qu'il y a très peu de sages-femmes, etc., il y a de l'intérim qui est fait dans les hôpitaux. Donc là, je lis un article de Slate. Pour combler ces lacunes, au moins temporairement, les maternités sont contraintes de recourir à l'intérim médical. Le principe est simple, contre une rémunération plus élevée que la moyenne, des médecins intérimaires assurent une mission temporaire de quelques heures correspondant aux besoins médicaux d'un établissement. Au lieu de juste avoir embauché les gens pour faire le travail, on va tout le temps être au jour le jour en mode « Oh non, on est en manque de personnel dans l'hôpital. Vite, appelez les intérimaires. » Quoi? Mais juste embaucher quelqu'un? Non, parce que si t'embauches quelqu'un, imagine il y a un jour il a pas besoin de travailler. Parce qu'il y a personne qui arrive dans l'hôpital. Imagine. Oh, on peut pas embaucher quelqu'un, le payer. Et du coup, il y a une boîte d'intérim, un intermédiaire qui se fait de l'argent. Il y a une boîte privée. Ouais, c'est la boîte privée. Ça a introduit un middleman. C'est trop bien. Hein, c'est un bon système, ça. C'est la flexibilisation. C'est le marché. C'est plus efficace.
Les maternités étant contraintes d'assurer en permanence la triple permanence des soins et d'avoir en leur mur au moins un pédiatre, un anesthésiste et un gynécologue obstétricien. Obstétricien. Je connais pas le mot. Par conséquent, les intérimaires sont en position de force et ont toute latitude pour imposer leur prix, quitte à faire les poches des établissements déjà fragiles. Certains intérimaires parviennent ainsi à obtenir des rémunérations démentielles. Dans l'un de ces contrats que nous avons pu consulter, un anesthésiste intérimaire est recruté pour 4 demi-journées par semaine pour 7 700 € bruts par mois. Comment est-ce possible puisque l'hôpital public est censé manquer d'argent? Bah juste c'est une gestion catastrophique. Attends, c'est ouf ça. Quoi? Voilà. Bref, voilà l'état de l'hôpital, hein, après la droite au pouvoir, hein, on rappelle. Mais on juste rappelle que c'était Sarkozy, après c'était Ouais. Hollande de droite, après c'est Macron de droite. Juste pour vous La dire, dernière fois qu'il y a eu la gauche au pouvoir, c'était Mitterrand 80, hein, limite. Hein. juste pour vous dire que le taux de mortalité infantile a diminué jusqu'en 2010-2013, un truc comme ça. Il a continué à diminuer. Il y avait des maternités à moins de 45 minutes il y avait que 6% des femmes qui n'avaient dans le pire département de France qui n'avaient où leur maternité était à plus de 45 minutes. C'est possible tout ça. Ne laissez pas la petite musique de ça coûte trop cher, attention, comment c'est pas viable, il faut absolument changer. Non, tout ça on le faisait, ce truc existait et on pouvait continuer d'améliorer ce système. On pouvait viser 2%, un taux de 2 et non pas de. Non, c'est pour 1000. De 2 pour 1000 et non pas 4. Enfin voilà, c'est juste une décision politique, les gens. C'est une décision politique. Là, ils essaient de. Le but, c'est de montrer, regardez, les hôpitaux, ça marche pas. Du coup, on va être obligé d'ouvrir des cliniques privées. Ce qu'ils veulent, c'est que vous disiez, je peux plus compter sur l'hôpital public. C'est ça qu'ils veulent. Parce que si vous pouvez pas compter sur l'hôpital public, vous allez dire, bon, ben, du coup, il faut que je trouve ma propre clinique privée. Et ouais. Ça les arrange bien. Bref. Ça les arrange bien qu'il y ait plus de bébés qui meurent, littéralement. À un moment, faut le dire, quoi. Désolé, c'est les faits. Allez, voilà les gens pour l'épisode. Ah, on passe à Attends, est-ce qu'on a des questions, les gens? Vous avez posé des questions? Je crois qu'il n'y a pas eu de questions cette semaine. Oh. Dommage. Il n'y a pas eu de questions cette semaine, du coup on se donne. Vous pouvez en poser pour la semaine prochaine. Et justement, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. À plus. Soyez là la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez prendre Fallacy Quiz à moins 20%, comme je vous l'ai dit, avec la petite promo. Mais surtout, va y avoir un petit event Fallacy Quiz la semaine prochaine où vous pourrez jouer en live. Donc je vous conseille d'être là. Ça va être cool. C'est le bon plan, les gens. Allez, à plus. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine.